Y a-t-il eu des tentatives de sauvetage des Juifs en but à l'oppression allemande? Commençons par les tentatives venues du foyer national juif qu'on appelle en hébreu le Yishuv. Il faut noter que pendant la guerre, 50 000 réfugiés juifs sont arrivés en Palestine, dont 16 000 sont arrivés clandestinement. On ne peut pas oublier, bien sûr, le livre blanc, le troisième livre blanc sur la Palestine du mois de mai 1939, qui ferme quasiment, pas totalement, mais quasiment, la Palestine aux Juifs. Ben Gurion, qui est le chef de l'exécutif sioniste en Palestine, est parfaitement lucide sur la portée de la catastrophe. À partir de 1942, il le dit d'ailleurs, l'extermination du judaïsme européen, dit-il, est une catastrophe pour le sionisme. Il n'y aura plus personne avec qui construire le pays. Fin de citation. Il y a eu des tentatives de sauvetage physique concrètes venues du Yishuv. Elles sont certes dérisoires quand on sait la force militaire du Yishuv, à savoir une simple milice d'autodéfense qui s'appelle la Haganah, qui ne compte pas plus de 20 000 à 30 000 hommes, absolument dérisoire bien sûr face à la force armée allemande, mais on ne peut pas ne pas mentionner qu'en octobre 1943, un premier groupe de parachutistes a été largué sur le sol européen, très précisément en Roumanie, par les autorités du Yishuv. Et ce premier groupe en a été suivi par plusieurs autres, en mars 1944, encore un groupe en Roumanie, puis en Yougoslavie, puis en Hongrie, en Slovaquie même, en septembre 1944. Ça a été un échec, un fiasco. La moitié d'entre eux ont été capturés et assassinés. La seule présence militaire juive sur le continent européen, en guerre, ce sera à partir de septembre 1944, la création par les Britanniques d'une brigade juive au sein de l'armée anglaise. Y a-t-il eu maintenant des tentatives de sauvetage de la part des anglo-saxons? En fait, la première tentative de sauvetage des anglo-saxons aurait consisté à faciliter la délivrance des visas et l'accueil des réfugiés. Ce que, dans l'ensemble, ils n'ont pas fait, ou en tous les cas, ils ont fait dans des proportions infimes vu l'urgence de la situation. Je le rappelle, les lois américaines dites des quotas, en particulier la loi de 1924, qui est très sévère pour l'immigration slave, italienne et juive, n'a pas été modifiée en dépit de l'urgence de la situation. Et d'ailleurs, entre 1933 et 1945, on est frappé de constater que le contingent annuel d'origine austro-germanique autorisé à entrer aux États-Unis n'a même pas été rempli en totalité. Il n'a été rempli qu'à 36%. On doit aussi constater que sur les 370 000 juifs du Reich qui ont réussi à s'enfuir avant 1939, c'est une minorité seulement qui est entrée aux États-Unis, 57 000, soit moins que la minorité qui est entrée en Palestine. Et enfin, au cours de la guerre elle-même, entre 1939 et 1945, les États-Unis ont accueilli sur leur sol 21 000 réfugiés juifs, c'est-à-dire moins que l'ensemble des réfugiés juifs accueillis par la Suisse au même moment, c'est-à-dire 47 000. Y a-t-il eu ce même esprit de fermeture du côté des Britanniques? On est bien obligé d'en convenir. Les Britanniques, eux non plus, n'ont pas modifié leur quota de 1905 et de 1919, et on le sait, ils n'ont pas modifié le livre blanc du mois de mai 1939, en dépit de la situation. Alors, il y a eu effectivement, de la part des Britanniques, moins des Américains, des tentatives de sauvetage ou des tentatives de négociation avec les Allemands à propos de quelques milliers, ici ou là, de Juifs. En particulier, il y a eu une tractation qui est restée célèbre vis-à-vis des Juifs de Hongrie. Cette négociation a été initiée au printemps 1944 par la communauté juive de Budapest. Elle a été menée avec l'appui de l'agence juive en Palestine, en particulier avec son intermédiaire Joël Brandt. Mais en juin 1944, les Anglais ont fait échouer la tentative et cet échange prévu, qui consistait à échanger des Juifs hongrois contre des camions dirigés et destinés à l'armée allemande, n'a finalement jamais vu le jour. Au fur et à mesure que la défaite allemande se précise, Himmler, qui est parfaitement conscient de la situation militaire en 1944, cherche un rapprochement avec les Occidentaux et pour ce faire, il cherche à assouplir la position du Reich sur ce qu'il appelle la question juive. De là, effectivement, ces tentatives de négociation qui sont toutes finalement conclues par des sauvetages ratés. Ce qu'on peut dire de ces sauvetages ratés, dont la liste est très longue, c'est qu'ils soulignent tous le peu de cas faits par les Alliés du sort spécifique fait aux Juifs. Alors, pour autant, les Alliés manquaient-ils d'informations? D'un mot, avant de revenir sur le sujet plus longuement plus tard,
Non, les informations sur le génocide fin 1942 sont patentes, sont omniprésentes, elles sont étendues. Les dirigeants alliés sont parfaitement au courant de la situation, au point même qu'ils émettent cette déclaration interalliée du 17 décembre 1942. Simplement, on peut noter que c'est le fait qu'il y ait eu un mouvement de sympathie pour les Juifs persécutés en Europe à partir de 1942 qui va pousser les Alliés, à cause des opinions publiques précisément, à organiser une conférence en avril 1943 aux Bermudes consacrée au sort des réfugiés. Pourquoi une conférence aux Bermudes? Pourquoi dans cet archipel si éloigné? Précisément pour éviter la pression de l'opinion publique, pour éviter la pression de la presse aussi. Et la consigne d'ailleurs de la conférence des Bermudes, qui est consacrée aux réfugiés en général, et pas spécialement aux réfugiés juifs, mais chacun sait que 90% des réfugiés sont juifs, la consigne est de ne pas accorder une attention particulière aux juifs. La conférence se termine par un semi-échec exactement comme la conférence d'Évian, 5 ans plus tôt. Elle recommande de ne faire aucune démarche auprès de Hitler. Elle recommande également de tenter d'obtenir des navires neutres pour le transport. Et au total, cette conférence, qui a lieu d'ailleurs, c'est un hasard de l'histoire, mais c'est un hasard ironique, au même moment que la révolte du ghetto de Varsovie, elle a commencé d'ailleurs le même jour, le 19 avril 1943, cette conférence, la presse en a donné très peu d'écho, mais une chose est sûre, c'est que si les Alliés cherchaient par cette conférence à calmer leurs opinions, qui étaient émues par le sort des Juifs fin 42, début 43, eh bien ce but a été atteint, la pression née de l'émotion est largement retombée, sans pour autant que les Alliés, à aucun moment, n'ouvrent leurs frontières. Peut-on parler pour autant, comme certains l'ont fait, d'un abandon du peuple juif à son sort? Ce qu'on peut remarquer, sans trancher de façon radicale sur cette question difficile, c'est que les organisations juives qui ont demandé à plusieurs reprises aux Alliés d'ouvrir leurs frontières n'ont pas été entendues. Que les organisations juives qui ont demandé aux Alliés de bombarder les voies ferrées qui mènent à Auschwitz, en particulier en 1944, au moment où se déroule la tragédie des Juifs hongrois, je rappelle qu'en quelques semaines, du 15 mai au 9 juillet 1944, 437 000 Juifs hongrois sont acheminés vers Auschwitz, dont 396 000 sont assassinés immédiatement. Eh bien, ces demandes d'organisations juives, en particulier du Congrès juif mondial, de bombarder les voies ferrées qui mènent de Budapest vers Auschwitz, n'ont jamais été suivies d'effet, n'ont jamais été prises d'ailleurs en considération. Question, les Alliés ont-ils la capacité de bombarder ces voies ferrées sur un plan aérien? Oui, puisqu'on sait que le 4 avril 1944, les Américains survolent le camp d'Auschwitz et le photographient, car il existe juste à côté d'Auschwitz cette grande usine de caoutchouc synthétique et d'essence synthétique qu'on appelle la Buna, à Monowitz, à quelques kilomètres seulement d'Auschwitz-Birkenau. Le 20 août 1944, ils survolent une nouvelle fois le camp d'Auschwitz, le 13 septembre 1944 encore. Or, l'état-major allié refuse l'opération, en arguant du fait qu'à 7000 mètres d'altitude, le bombardement serait peu précis, en arguant du fait que les bâtiments seraient reconstruits très rapidement, en arguant aussi du fait que l'Allemagne cherchant à mettre au point l'arme atomique, il faut faire vite et que la priorité est d'abord et avant tout à la guerre. Alors, revenons à la question initiale. Peut-on parler d'un abandon systématique? Je donnerai la parole ici à Shmuel Zygielbom, qui était le représentant du Bund polonais au Conseil national polonais de résistance en exil à Londres. Le 12 mai 1943, soit 4 jours après la fin de la résistance du ghetto de Varsovie et la liquidation de son état-major, le 12 mai donc, à Londres, Zygielbom se suicide. Avant son suicide, il laisse plusieurs lettres, et dans cette dernière lettre, il écrit ceci. « La responsabilité du crime que constitue le massacre de toute la population juive de Pologne retombe en premier lieu sur ceux qui le commettent. Mais ce crime est aussi un fardeau qui pèse indirectement sur l'humanité entière, sur les peuples et les gouvernements des nations alliées qui n'ont jusqu'ici aucunement tenté de prendre des mesures concrètes dans le but de faire cesser ce crime. En observant passivement le meurtre de millions d'êtres sans défense et les sévices infligés à des enfants, des femmes et des vieillards, ces pays sont devenus complices des criminels. Incapable durant ma vie de faire quoi que ce soit, peut-être pourrais-je contribuer par ma mort à briser cette indifférence. » Fin de citation. Il faut enfin noter, avant de conclure sur ce chapitre,
que c'est un organisme privé américain, le Joint, qui a fourni aux Juifs européens l'essentiel de l'aide dont ils ont bénéficié. On estime que l'aide fournie par le Joint a été supérieure à l'ensemble de l'aide fournie par les gouvernements du monde entier. Les Alliés ont également invoqué, pour le transfert de réfugiés juifs sur leurs côtes, autant britanniques qu'américaines, un manque de bateaux. Or, on sait que les États-Unis ont transféré sur les côtes américaines 425 000 prisonniers de guerre de l'Axe durant la guerre. C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens logistiques d'amener également des réfugiés juifs. On sait également que durant les années 1942 et 1943, alors qu'il n'y a plus d'immigration clandestine en Palestine, les Britanniques ont fait entrer en Palestine autant de réfugiés polonais et grecs non juifs que de réfugiés juifs légaux. Donc le véritable obstacle au sauvetage des Juifs n'est pas technique, il n'est pas idéologique non plus, il tient pour l'essentiel à l'absence d'une volonté affirmée de sauver cette population.